On regarde autour de soi et on se dit mais pourquoi les autres réussissent et moi pas? Qu'est-ce qu'ils savent que je ne sais pas? Pour réussir, qu'est-ce qu'ils font que je ne fais pas? Alors on se renseigne, on va sur YouTube et on tombe sur la vidéo d'un coach autoproclamé qui vous dit le succès c'est dans ta tête. Le succès c'est dans ma tête? Ça veut dire quoi ça? Eh bien, ça veut dire que certaines idées attirent le succès et que d'autres idées le repoussent. Ouais, mais ces idées, c'est quoi? Ah, bah ça, on vous le dit pas. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une chose. Pour réussir, il faut vous retourner le cerveau. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 barrières mentales à briser pour connaître le succès. Par exemple, vous découvrirez la stratégie David Guetta. Cette stratégie totalement contre-intuitive va vous surprendre. Dans cette vidéo, vous découvrirez également un art difficile. Comment se centrer sur son nombril et en même temps devenir le roi de l'empathie. Et tout ça pour quoi faire? Eh bien pour que les gens vous aident à atteindre le style de vie que vous voulez et aient plaisir à le faire. Tout un programme. Au passage, je répondrai à la question suivante. Entre une personne intelligente et un bourrin de chez Bourrin, quelle est la personne qui a le plus de chances d'aller décrocher le jambon en haut du mât de cocagne, à votre avis? Nous verrons. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par une définition rapide du succès et ensuite je vous présenterai les 5 barrières mentales à briser. Quelle est la nature du succès? Le succès est une transaction. Les gens vont vous donner quelque chose. Argent, respect, honneur, accès à des ressources rares. Pourquoi est-ce que les gens vous donneraient cela? Eh bien, tout simplement parce que vous leur apportez quelque chose. Le succès est une transaction. En d'autres termes, vous aurez du succès si vous apportez des solutions à des problèmes que rencontrent les gens. Découvrons 3 stratégies. Première stratégie, c'est ce que j'appelle la stratégie des micro-paiements. En d'autres termes, vous résolvez un petit problème qui est partagé par un nombre très important de gens, par exemple des millions de personnes. Quelle est la chose au monde la mieux partagée? Eh bien, c'est l'ennui. Par exemple, vous allez proposer une application en ligne ou un jeu en ligne qui va distraire les gens. Vous allez peut-être gagner 1 centime par le biais de la publicité pour chaque personne qui viendra sur votre site. Mais si vous avez 1 million de visiteurs, ça peut chiffrer très vite. Deuxième stratégie, la stratégie des milliardaires. Vous apportez des solutions extrêmement pointues à un nombre très limité de gens. Bon, par exemple, quel est un problème que rencontrent les milliardaires? C'est la mobilité. Ils veulent se déplacer rapidement. Donc imaginons, vous proposez un service d'aviation en temps partagé, vous avez quelques jets, vous avez quelques clients, peut-être 20, 30 ou 40, des milliardaires, et vous pouvez faire tourner votre affaire et financer votre style de vie. Donc stratégie des milliardaires, très peu de gens mais qui sont prêts à payer très cher pour un service haut de gamme. Troisième stratégie, c'est la stratégie intermédiaire. Vous apportez des solutions relativement pointues à un nombre de gens qui est moyen. Par exemple, vous êtes consultant et vous aidez des entreprises à se développer à l'international. Par exemple, vous êtes coach sentimental et vous aidez des femmes d'affaires à trouver l'amour. Le point clé, c'est que vous devez vous spécialiser, apparaître comme le spécialiste. Plus vous serez la seule personne disponible sur le marché pour ce type de service, plus les gens seront prêts à vous payer cher et donc à financer le style de vie qui vous intéresse. Maintenant, vous pouvez trouver une activité porteuse, mais pour connaître le succès, il vous reste à briser 5 barrières mentales. Ces barrières mentales, je vous les détaille maintenant. Mais là, c'est peut-être le moment de s'abonner, de lâcher un pouce bleu, on change des vies là. Allez, on enchaîne. Règle numéro 1, acceptez de couper le cordon avec les attentes de votre entourage et vous recentrer sur votre nombril. Pour beaucoup de gens, le succès, c'est un clip de rap. Hypercar, manoir à la Tony Montana,
Pluie de bifton, coco à gogo, bombasse décolorée en bikini rikiki qui se trémousse sous les jets d'écume de magnum de champagne. Ah, folle jeunesse! Ou alors le succès, c'est une image dont on a hérité. Tu seras médecin, ingénieur, avocat, comme papa. Ou bien, de façon plus diffuse, ce sont des images véhiculées par la culture ambiante. Va en prépa, intègre une école de commerce, fais un master. Dans 5 ans, tu deviendras cadre dans une entreprise internationale. Et à toi, la belle carrière et le bonheur. C'est garanti, ça? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on se laisse porter. Et puis à l'arrivée, on se retrouve dans une vie qui ne nous correspond absolument pas. Se centrer sur soi, ce que j'appelle se centrer sur son nombril, n'est pas si évident. Il faut se détacher de l'influence sociale. C'est ta vie. Tu ne peux pas te contenter de ramasser des clichés qui traînent. Tu ne peux pas simplement essayer d'enfiler un costume qui n'a pas été taillé pour toi. Donc, si tu veux avoir du succès, tu dois d'abord définir ce que le succès, ça veut dire pour toi. Souvent, les gens, quand ils pensent succès, ils pensent argent. Mais argent, pourquoi faire? Plutôt que de penser argent, je pense qu'il faut définir un style de vie. L'argent reste un moyen. Bref, ma question pour toi, c'est quelle est ta définition du succès? 5 pistes pour trouver ta réponse. Piste numéro 1, savoir ce que tu ne veux pas. Il y a des gens, par exemple, qui ne voudront pas être indépendants. C'est trop de stress. Est-ce qu'on aura de l'argent à la fin du mois? Donc ces personnes seront heureuses dans un job salarié ou en tant que fonctionnaire. A contrario, vous avez des gens qui n'aiment pas être commandés. Donc ils sont plutôt voués à une carrière d'indépendant. C'est selon, aucune solution n'a plus de valeur que d'autres, c'est votre vie, c'est votre choix. Deuxième piste, savoir ce qui est important. Est-ce que c'est l'aisance financière? Est-ce que c'est l'absence de stress? Est-ce que c'est voyager? Est-ce que c'est pouvoir être disponible pour ses proches? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui te motive? Une façon aussi de trouver les solutions, c'est quelles sont les personnes qui t'inspirent. Pourquoi elles t'inspirent? Parce que leur style de vie te plaît. Donc qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelle est ta hiérarchie de valeurs? Troisième piste, il faut se tester. Imaginons un jeune de 18 ans s'engager comme ça tout de suite dans une carrière ou dans une formation longue, alors qu'on ne connaît pas grand-chose de la vie, ça me paraît un petit peu hasardeux. Ce que je recommande, humblement, c'est par exemple de prendre 1 an ou 2 pour faire des petits boulots, pour voyager, pour apprendre à se connaître. Pour moi, on ne décide pas de son avenir en regardant une brochure d'orientation ou en rêvassant sur un canapé, mais en faisant des choses. Donc testez-vous, testez votre projet. 4e point, s'affranchir de l'influence sociale. Vous avez parfois dans votre entourage des personnes toxiques. Non, ne fais pas ça, tu vas te planter, crée une entreprise, mais tu y penses. C'est pas évident, mais il faut prendre de la distance, c'est votre vie, c'est votre projet. De façon plus générale, évitez aussi les informations négatives qui vont vous plomber et vous éloigner de vos objectifs. 5e piste qui prolonge le point précédent. Dans certains cas, on est dans une situation, vous voyez, c'est comme si on était englué dans des sables mouvants, entourage toxique, pas de modèle à suivre autour de soi, on est complètement plombé par le contexte. Là, je dis, il faut partir. Il faut partir à l'étranger ou au minimum dans une autre région, il faut partir à zéro. Dans certains cas, même, on pourra s'engager dans l'armée, l'armée de terre, l'armée de l'air, parce qu'à un moment, il faut savoir rompre les ponts. C'est important, je dirais, déjà pour votre santé mentale. Donc, ce n'est pas une décision à prendre à la légère, mais dans certains cas, il vaut mieux couper les ponts et partir sur des bases complètement neuves. 2e barrière mentale à briser, eh bien, c'est accepter de devenir invisible pour être le roi de l'empathie. Alors dans le point précédent, on a vu qu'il fallait se centrer sur son nombril pour savoir exactement ce qu'on veut faire. Eh bien là, on va partir sur une dynamique totalement opposée. Dans cette phase 2, on s'oublie totalement et on se dit, comme le succès est une transaction, qu'est-ce que je dois apporter aux autres pour qu'ils m'aident à atteindre le style de vie que je veux? Se mettre à la place des autres est parfois un exercice difficile. Imaginons une personne qui voudrait se lancer dans le coaching. Ce qu'elle pourrait faire, c'est commencer par des consultations et demander aux gens quels sont vos problèmes, quelles sont vos frustrations, quels sont vos objectifs, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui, pour pouvoir ensuite formuler une offre, une proposition de service qui soit vraiment adaptée à sa cible. Alors, comment trouver ce que vous allez apporter à votre public? 2 pistes. Première piste, cherchez ce qui manque. C'est un petit peu un raisonnement d'entrepreneur. Par exemple, vous avez vécu à l'étranger,
vous avez bénéficié à l'étranger d'un certain nombre de services qui n'existent pas dans votre pays, eh bien vous importez ces services. C'est une première piste, regardez ce qui manque. Deuxième piste, est-ce que je peux faire la jonction entre deux secteurs ? Par exemple, parlons crypto-monnaie. Bon, aujourd'hui, vous avez les crypto-monnaies qui restent réservées à des geeks, à des initiés ou à des financiers. Et de l'autre côté, vous avez monsieur et madame tout le monde qui se dit est-ce que c'est pas intéressant finalement, mais qui n'a aucune idée de la façon d'investir dans les crypto-monnaies. La personne qui fait la jonction, par exemple avec des actions marketing ou avec un site spécifique, pourra créer un nouveau marché, parce qu'il amènera monsieur et madame tout le monde aux crypto-monnaies. Donc ça, c'est une question à vous poser. Est-ce que je peux organiser une rencontre entre différents produits et différents services, créer un croisement, et moi je suis au croisement, et je prélève mon droit de passage à chaque fois. Troisième barrière mentale à briser pour connaître le succès, accepter de vendre sa soupe. La communication n'est pas un trip d'ego. Alors on se dit, je suis un professionnel, j'ai une offre sérieuse, bon, les gens vont venir vers moi, c'est pas la peine d'en faire des tonnes, c'est pas la peine d'en rajouter. Eh bien non, pourquoi ? Parce que les gens sont très sollicités, donc vous devez faire la démarche d'aller les trouver. Maintenant, le paradoxe, c'est que pour vendre sa soupe, il faut parler un minimum de soi. Prenons un exemple. Imaginons un coach spécialisé dans la séduction qui conseille des femmes qui ont fait de belles carrières pour rencontrer l'amour. Alors, première option, c'est la personne qui se présente en disant « Voilà, je suis monsieur Untel, je suis coach, hypnothérapeute, certifié de ceci, de cela, 22 ans de pratique, des couples, ceci, machin. » Bon, le mec qui raconte son CV. Autrement dit, il parle de lui. Et une femme qui pourrait être intéressée par ses services se dit oui, mais encore. Pourquoi ? Parce que la personne qui propose ses services est centrée sur elle. Elle laisse très peu de place pour des prospects ou clients potentiels. Donc ça, c'est l'approche numéro 1. Je raconte mon CV, je raconte mes diplômes, je me fais mousser. Deuxième approche. Vous êtes une femme avec une très belle carrière. Vous avez fait beaucoup de sacrifices pour arriver là où vous êtes. Et le principal sacrifice que vous avez fait, c'est qu'aujourd'hui vous êtes seul. Et vous n'en pouvez plus. Ce que vous voulez aujourd'hui, c'est vivre l'amour, le grand amour. Mais pour atteindre cet objectif, devant vous, il y a plusieurs obstacles. 1, votre carrière vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Vous n'êtes pas forcément disponible pour trouver l'âme sœur. 2, vous l'avez sans doute constaté, être une femme qui réussit une belle carrière n'est pas forcément un atout dans le jeu de la séduction. Certains hommes sont complexés et préfèrent passer leur chemin. 3, vous n'attirez pas forcément les bonnes personnes. Des hommes intéressés, ça existe. Des joueurs, des hommes qui cherchent des trophées, ça existe également. Vous avez fait des sacrifices pour votre carrière, vous aurez des sacrifices à faire pour rencontrer l'amour. Mais la bonne nouvelle, c'est que je peux vous aider. Donc voyez l'idée ? L'idée, c'est que je vais me centrer sur les émotions de la personne que je veux aider. Le summum, c'est quand vous formalisez des choses et que les gens qui vous écoutent se disent « c'est exactement ça ». C'est-à-dire que parfois même, vous mettez mieux en mots le problème des gens qu'eux-mêmes. Les gens se disent « c'est exactement ça », ils ont l'impression que vous avez lu dans leurs pensées. Donc là, il y a une connexion émotionnelle qui se crée et les gens sont prêts à écouter vos solutions. Donc l'idée, c'est accepter de faire votre promo et pour cela, parler de leurs problèmes à votre cible, pour créer une connexion émotionnelle. Puisqu'on est dans la partie promo, pour réussir votre carrière, CV, entretien d'embauche ou autre concours, mes programmes sont dans la description. Allez, on enchaîne. Barrière mentale numéro 4 à briser, accepter de perdre pour gagner gros. La stratégie David Guetta, les années 1980. David Guetta se passionne pour le mixage. Il anime des soirées pour ses amis et, encore mineur, se produit dans quelques clubs. À l'époque, à Paris, les DJ sont des pousse-disques totalement anonymes. 1988. David Guetta part à Londres. Et là, pour lui, c'est un véritable choc. Les DJ sont des stars en pleine lumière qui communient avec le public. David Guetta voit l'ouverture. Et là, coup de génie, de retour en France, David Guetta va voir des patrons de clubs qu'il connaît et il leur dit «
Je renonce à mon cachet, mais en contrepartie, je fais ma propre programmation et ma promo. Alors d'abord, David Guetta va mixer dans des soirées le lundi, où il n'y a pas foule. Ensuite, il travaille 8 à 9 heures par jour, 6 jours par semaine. Cette phase, c'est ce qu'on appelle la traversée du désert. Maintenant, petit à petit, David Guetta se fait une réputation. Sur son nom, il peut remplir des salles. Alors là, il y a deux solutions. Première solution, il demande des cachets. Et deuxième solution, il crée ses propres soirées. Et tout ça, c'est possible parce qu'au début, ce sont les patrons de boîtes de nuit qui avaient la meilleure part du deal. David Guetta amenait du public, qui payait des entrées, qui payait des consommations, et tout ça, il le faisait gratis. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Donner à la personne la meilleure part du deal, en particulier au début. Alors maintenant, tout le monde n'est pas DJ. Voyons voir dans deux mises en situation comment appliquer cette règle. Mise en situation numéro 1. Vous êtes restaurateur et vous ouvrez un nouvel établissement. Question. Si vous suivez la stratégie David Guetta, qu'allez-vous faire pour le jour de l'ouverture? Une petite idée? Eh bien, le jour de l'ouverture, ce sera repas gratuit pour tout le monde. Alors effectivement, psychologiquement, c'est pas forcément facile. Vous avez investi, vous avez bossé, et par-dessus le marché, c'est table ouverte pour tout le monde. Maintenant, pourquoi c'est intéressant? Imaginons, vous faites la solution classique. Vous ouvrez, vous attendez les clients. Vous pouvez attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant d'avoir une clientèle d'habitués. Maintenant, en offrant un repas gratuit le jour de l'ouverture, alors il y aura des piques-assiettes, c'est sûr, mais vous aurez aussi des gens qui vont se dire « c'est bon, c'est pas loin de chez moi, le rapport qualité-prix est sympa, je vais revenir ». Mise en situation numéro 2. Vous êtes graphiste. Vous postulez pour un CDI dans une agence de publicité. C'est la fin de l'entretien d'embauche. Et là, le recruteur vous dit « écoutez, tout ce que vous me racontez, c'est intéressant, mais j'ai beaucoup de candidats pour ce poste. Pourquoi vous choisir vous plutôt que quelqu'un d'autre ?» Et là, vous répondez quoi? Eh bien, vous pourriez dire « écoutez, moi, le poste me plaît. Je suis prêt à travailler 2 ou 3 jours sur un projet. Donnez-moi un brief et puis je reviens vous voir dans 2 ou 3 jours. Bien sûr, je vais travailler gratuitement. Ça vous permettra de voir ce que je sais faire. » Pour le recruteur, c'est une proposition qui est extrêmement tentante. Il va avoir un échantillon gratuitement. Donc pourquoi pas? Il ne prend aucun risque. Alors là, il y a une parenthèse que j'aimerais faire. Quand on part sur un projet, sur une mission avec un client, souvent on se focalise sur l'argent. Combien est-ce que je vais gagner? Mais il existe une autre variable qui pour moi est également importante. Cette variable, c'est l'énergie. Revenons un petit peu en arrière. Imaginons un autre candidat, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Et le candidat répond, écoutez, j'ai fait du graphisme dans des secteurs très variés, donc je peux m'adapter à différents types de clientèle. Il ne propose pas de travailler gratuitement. Qu'est-ce qui va se passer? Le recruteur va lui dire, écoutez, je vous rappelle, et le gars, il va rentrer chez lui, et puis il va se morfondre en regardant son téléphone. Est-ce que j'ai des messages? Est-ce qu'on me rappelle? Donc, baisse d'énergie. Deuxième cas de figure, le candidat qui a proposé de travailler gratuitement. Mais pendant 2 jours, il bosse, il fait son métier, et ça lui donne de l'énergie. Alors après, il se passera quelque chose, ou il se passera rien, mais ça le met dans une dynamique. Il pourra d'ailleurs se servir de ce projet pour présenter à d'autres clients potentiels. Vous voyez le principe? Donc attention, souvent on raisonne en termes d'argent, mais il faut également raisonner en termes d'énergie. Parfois, vous avez des projets qui sont très bien payés, mais des clients qui sont rasoirs, qui vont vraiment vous pomper votre énergie, et vous allez sortir complètement raplapla du truc. A contrario, vous avez des projets parfois qui ne sont pas forcément très bien payés, mais qui sont intéressants, qui sont motivants, et qui peuvent créer, je dirais, une dynamique pour vous lancer sur d'autres projets. Donc attention à l'équilibre argent-énergie. Alors seriez-vous prêt à bosser gratuitement sur un projet, par exemple? Vos commentaires sont les bienvenus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, il est important que la personne en face se dise c'est un bon deal, j'ai la bonne part du deal. Quoi? Pas encore abonné? Mais le meilleur reste à venir. Faudrait pas louper les pépites qui vont sortir. Allez, je clique, je m'abonne.
5e barrière mentale à exploser pour connaître le succès, il s'agit d'accepter de devenir idiot. C'est ce que j'appelle la revanche des bourrins. Question. Entre un mec intelligent et un bourrin de chez bourrin, vous pariez sur qui? Je vais répondre à cette question. Petit rappel des épisodes précédents. 1. Je me centre sur moi. Qu'est-ce que je veux faire? Quel est mon projet de vie? 2. Je me centre sur les autres. Qu'est-ce que je peux leur apporter pour qu'en retour, ils m'apportent quelque chose? 3. Je fais ma promo et pour cela, je cible l'état émotionnel de mes clients. 4. Je donne, au moins au début, à la personne en face la meilleure part du deal. Donc tout ça, ça demande de la finesse, une certaine souplesse d'esprit. On se centre sur soi, après on se centre sur l'autre, on a de l'empathie pour comprendre les émotions de l'autre, vous voyez, c'est un travail qui demande de la finesse, de l'intelligence. Et vous savez ce que c'est l'étape suivante? L'étape suivante, c'est de devenir un bourrin. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a déterminé un plan d'action, ses objectifs, etc., après, c'est de la discipline. Il faut faire, il faut avancer, il ne faut pas trop réfléchir. Mon sentiment, c'est que bien souvent, l'intelligence est un frein au succès. On se dit, je suis diplômé de la prestigieuse école machin, de l'institut truc, donc je ne vais pas faire comme tout le monde. Je ne vais pas faire comme la plèbe, je ne vais pas faire comme c'est l'octeux du web. Je suis au-dessus de ça. Mais parfois, ce que font les autres, c'est ce qui marche. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus original, de plus intelligent ou de plus esthétique. Par exemple, il peut arriver que dans un secteur donné, ce qui marche, ce sont les promotions un peu agressives. Voilà, prix normal, 4 897 €. Aujourd'hui, tarif spécial, 97 €. Bon, ce n'est pas forcément esthétiquement formidable, mais si ça marche, pourquoi pas? Pour moi, l'intelligence ne se reconnaît pas au quotient intellectuel ou à l'école dont on vient. L'intelligence se reconnaît au résultat. Le quotient intellectuel ne paye pas le loyer. Alors, entre un mec intelligent et un bourrin, qui va réussir? Moi, personnellement, je parie sur le bourrin. Parce que le mec intelligent est tellement intelligent qu'il trouvera des raisons formidables d'arrêter. Alors que le bourrin, lui, il continuera bille en tête. Et s'il faut se lever tous les jours à 4 heures du matin pendant 3 ans pour réussir, il le fera. Donc ça, c'est important. Il faut accepter, après la phase de stratégie, de réflexion, d'être un bourrin. Et là, c'est de la discipline. C'est faire des choses, pas forcément originales, pas forcément esthétiques, mais qui marchent. Il ne faut jamais sous-estimer le poids du conformisme. Tu ne peux pas penser ta vie en te conformant à ce que tu penses que les gens attendent de toi. Je répète, tu ne peux pas penser ta vie en te conformant à ce que tu penses que les gens attendent de toi. Scoop. Si tu définis ta vie par rapport au jugement des autres, souvent tu définis ta vie par rapport à du vide. Les gens ont leurs propres problèmes. Ils se moquent de ce que tu fais de ta vie. Alors oui, parfois ils vont pleurnicher, tu ne devrais pas faire ceci, tu ne devrais pas faire cela. Trace ta route, suis ton propre chemin. Ceux qui t'aiment te comprendront. Les autres se moqueront totalement de ce que tu fais de ta vie.